Pas facile de passer après Benjamin. Je vais donc vous parler, moi, un petit peu des IMSI catchers. Je ne suis pas du tout professionnel du sujet. Je suis juste un petit peu curieux. C'est un sujet qui m'a un petit peu fait tilter quand j'en ai entendu parler. J'ai essayé de me renseigner un petit peu dessus et je me suis dit que tant qu'à faire, après avoir discuté avec Skyne, je ne sais pas où il est là pour le moment, qui m'a dit que ça serait bien qu'il y en ait un qui fasse une conf sur les IMSI catchers. J'ai décidé de me lancer, donc voilà. Donc il y a peut-être quelques petites erreurs dedans. Je le promets pas, je suis pas professionnel, mais je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'étais parti au départ pour faire une conférence un petit peu technique, pour dire voilà comment ça marche au niveau du protocole, ce qui se passe, etc. Et j'ai dîné avec quelques personnes de la Quadrature il y a quelques semaines. C'était notamment avec des gens qui n'étaient pas des techniques et qui étaient très intéressés de comprendre ce que c'était que les IMSI catchers. Et je me suis dit que finalement, l'approche était peut-être pas de prendre le côté technique, le comment ça marche, mais peut-être plutôt le qu'est-ce que c'est, quelles sont les implications, et éventuellement, comme je l'ai mis dans le truc, quelques contre-mesures, quelques détections qu'on pourrait essayer de faire. Alors je vous préviens, après on est un petit peu parano parce qu'on va assez vite se rendre compte que l'IMSI catcher, c'est pas forcément évident de se protéger contre l'IMSI catcher. Alors avant de parler de comment se protéger contre l'IMSI catcher, essayer de comprendre comment marche le téléphone, le GSM qu'on a dans nos poches. Alors, ce que je vous présente ici, c'est comme ça marche en 2G. Pourquoi comme ça marche en 2G? Parce que comme on va le voir après, c'est là où se trouve le problème. Pourtant, le GSM, la 2G, c'est quand même quelque chose qui a énormément apporté par rapport à ce qu'on avait avant. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce qu'on avait avant, le Radiocom 2000, mais en gros, n'importe quel récepteur radio, genre talkie-walkie, pouvait écouter les communications téléphoniques. Il y avait assez peu de monde sur les fréquences, donc il y avait assez peu de communications simultanées possibles, et c'était absolument pas protégé. Tout le monde, tous ceux qui avaient un récepteur radio adéquat pouvaient recevoir les communications téléphoniques autour de chez lui. Moi, je recevais, c'est à l'époque où je suis devenu radioamateur, je recevais des communications dans un rayon d'à peu près de 50 km autour de chez moi. C'était un petit peu flippant. Donc là, le GSM, il est quand même arrivé là-dessus. Il a quand même beaucoup amélioré les choses. Il a eu comme objectif déjà de vouloir corriger les défauts du Radiocom 2000, déjà que ce ne soit pas aussi simple d'écouter, de protéger contre l'écoute, et puis d'être un petit peu plus robuste aux perturbations radio qu'il pouvait y avoir, parce qu'à l'époque, quand on passait un coup de fil, il suffisait qu'il y ait une perturbation radio sur la fréquence qu'on utilisait sans le vouloir, et qu'on ne pouvait pas du tout parler, c'était incompréhensible. Il fallait qu'on raccroche, qu'on rappelle, et puis compris pour ne pas retomber sur la même fréquence qui était perturbée. Donc c'était un petit peu aléatoire, et pour ça, le GSM a voulu corriger ça. Donc ça a quand même, il y a quand même eu des bons mécanismes qui ont été mis dedans. Franchement, les mécanismes sont plutôt pas mal. Il y a eu quelques erreurs, on se rend compte après dessus. Mais franchement, il y a eu de bonnes choses. On parlera de la clé, donc les données sont chiffrées. J'en reparlerai un petit peu après. Et puis, les fréquences utilisées, elles varient. C'est-à-dire que dans une communication radio, on ne va pas être tout le temps sur la même fréquence, ça va varier beaucoup. Bon, ça, c'est un petit peu technique d'un point de vue basique. Quand j'ai un téléphone, j'ai un numéro d'abonné. Pas le numéro de téléphone, ça pourrait être le numéro de téléphone, ce n'est pas le numéro de téléphone, c'est le fameux IMSI. Le fameux IMSI, c'est un numéro unique dans lequel il y a un code d'identifiant correspondant à l'opérateur, au pays, et puis le numéro de l'abonné pour cet opérateur-là. C'est ce qu'on va considérer comme étant le téléphone. Et le téléphone, il va recevoir le signal qui vient d'une antenne. Alors, comme j'ai voulu faire un truc pour comprendre comment ça marchait, je n'ai pas utilisé le jargon technique utilisé habituellement, où on parle de BTS, où on parle de MS. Je vais mettre ça de côté, je vais essayer de parler de l'abonné, du téléphone, de l'antenne, pour essayer qu'on comprenne un petit peu à quoi ça correspond. Donc là, j'ai une antenne que je reçois, mais je la reçois pas très très bien. Ah, il n'était pas censé me faire ça comme ça. Bon, on va le faire comme ça. Je reçois une autre antenne qui est un petit peu moins loin. On va voir que le signal arrive un petit peu mieux. Une antenne qui est encore plus proche, forcément le signal va être plus proche. Et une antenne qui est à côté de moi, le signal va être très fort. Mon téléphone reçoit plusieurs antennes, tout le temps, en permanence. Et il va choisir
une antenne avec laquelle il va dialoguer. Donc évidemment, quand on voit ça, quelle antenne il va choisir? Il va choisir l'antenne qui reçoit le plus fort. Comme j'ai mis l'abonné de PSES Télécom, qui a plusieurs antennes, et va se connecter sur l'antenne qui reçoit le plus fort. Ça, c'est l'idée un petit peu de base qui nous permet de pouvoir se promener et puis de pouvoir, alors on peut passer d'une antenne à l'autre en communication, mais pour comprendre le principe, c'est ce qui nous permet de recevoir, d'avoir toujours un signal à peu près potable. Quand on a un signal qui est tout pourri, c'est qu'on est quelque part où l'antenne qu'on reçoit la mieux, elle est un petit peu loin, on ne le reçoit pas très bien. C'est le principe, encore une fois. Pourquoi je dis que c'est le principe? Parce qu'il y a des mécanismes qui permettent qu'on ne reçoit pas très bien, mais quand on passe en appel, on en prend une qu'on reçoit un petit peu mieux. Il y a des variantes là-dessus. C'est vraiment mais c'est vraiment l'idée de base. Donc au niveau du GSM, le téléphone est identifié, lui, par un numéro unique, qui est l'IMEI, qui identifie l'appareil. Je vous reparlerai de celui-là, mais l'appareil lui-même. Je ne parle pas, quelle que soit la carte SIM, quel que soit son propriétaire. La plaque d'immatriculation du téléphone, c'est l'IMEI. Quand on passe un appel, quand on envoie un SMS, c'est chiffré. Souvenez-vous, je vous disais en Radiocom 2000, rien n'était chiffré. Bon, il n'y a pas de SMS, mais pas à ma connaissance, je ne sais pas s'il y en a. Non, il n'y en a pas. Rien n'était chiffré, on pouvait écouter. Pour se protéger contre ça, les appels et les SMS sont entièrement chiffrés. On va voir que ça a pu poser des problèmes à certains, donc le chiffrement a pu être modifié, mais à la base, c'est ça. Après, pour identifier l'abonné, on a ce fameux IMSI, ce fameux IMSI qui est dans la carte SIM et qui va identifier l'abonné. Alors, il y a une structure sur l'IMSI, c'est un nombre qui a de mémoire le code pays, le code de l'opérateur, suivi du numéro de l'abonné dans la base de l'opérateur. Dans la plupart des échanges, comme cet IMSI finalement, il est privé, il identifie le propriétaire de la ligne, ça peut poser des problématiques de vie privée. Si on arrive à en permanence savoir que dans telle zone, il y a telle personne qui a un IMSI, donc telle personne, donc tel abonné. On va pouvoir le suivre, parce que ça, c'est des informations qui vont circuler au niveau de la radio, en clair. On va voir qu'il y a tel numéro dans telle zone. Pour éviter tout le temps parler de l'IMSI, dès qu'un téléphone se connecte sur le réseau, il dit, voilà, je suis tel numéro d'abonné, il y a une discussion qui a lieu avec l'antenne, et ils choisissent une sorte d'IMSI temporaire, ils choisissent un numéro temporaire qu'on va appeler le TIMSI, TMSI, qui va permettre d'identifier l'abonné pendant une certaine durée, je ne sais pas, je n'ai pas regardé dans le protocole, peut-être de quelques heures au niveau de la base. Ce qui fait que quand on regarde au niveau radio, on voit passer des TIMSI, on voit assez peu passer des IMSI que quand le téléphone s'enregistre pour la première fois. Et à partir de là, finalement, on ne peut plus identifier les gens. Et puis l'opérateur, comment est-ce qu'il sait à quel IMSI ça correspond? Dans ses bases de données à lui, il a une correspondance. Tel TIMSI à cette heure, c'est tel abonné, tout simplement. Mais il n'y a que l'opérateur qui le sait, ça. On disait que c'était chiffré. Comme on disait que c'était chiffré au niveau des SMS et des communications, ça veut dire qu'il y a une clé. Cette clé de chiffrement qui est vraiment très importante, parce que si on la connaît, on est capable de tout déchiffrer. Cette clé se trouve dans la carte SIM. Elle ne sort pas de la carte SIM. Elle est également dans un serveur d'authentification chez l'opérateur. Elle ne sort pas de ce serveur d'authentification. Ça veut dire que l'antenne ne connaît pas cette clé. De ce côté-là, c'est plutôt bien foutu, puisque finalement, la clé, on ne peut pas la lire dans la carte SIM, ou alors il faut aller chez l'opérateur et puis aller dans le serveur d'authentification. C'est pour ça que je disais que finalement, c'était plutôt pas mal fait au départ. Alors, quand on a un téléphone, une carte SIM dedans, et le troisième élément qui vient dessus, c'est l'antenne. Et comment est-ce qu'on sait vers quelle antenne se connecter? On a juste à écouter ce qu'elle nous dit. L'antenne, elle va s'annoncer en disant simplement à quel opérateur elle est reliée. Alors elle le dit, elle va balancer un nombre, elle dit voilà, je suis l'opérateur, alors je ne me souviens plus des nombres, mais je suis l'opérateur SFR. Voilà, elle balance les deux numéros qui sont associés à SFR ou à Orange, ou etc.
Elle a juste à le dire. Par moment, quand on reçoit un appel, l'antenne, elle va envoyer une demande à tous les portables dans le coin pour dire « Tiens, voilà le numéro d'identification de l'abonné, temporaire. Est-ce qu'il est dans le coin ?» Parce que l'abonné, la dernière fois, il était dans le coin, donc on va supposer qu'il est encore dans le coin. Il y a plusieurs antennes qui sont dans les mêmes cellules, on va dire, mais pas détailler ça. Elle demande de temps en temps où est-ce qu'il est. Là, il va dire « Oui, je suis là », et du coup, on sait quelle antenne va communiquer précisément avec le mobile pour lui envoyer son SMS, pour lui envoyer un appel téléphonique. Ce qui fait que si on regarde ce qui passe au niveau radio, on peut le voir assez simplement avec des récepteurs radio. Gaël nous a montré tout à l'heure la petite clé qui permet d'écouter la radio. On peut voir passer tout le protocole. Et de temps en temps, on voit, est-ce que le TeamC numéro tant est là? Est-ce que le TeamC numéro tant est là? J'ai un SMS pour le TeamC numéro tant, est-ce qu'il est là? Et puis après, d'autres informations. Mais pas le SMS, hein, on ne peut pas le voir, tout ça c'est chiffré, c'est sur d'autres fréquences. C'est ce qu'on appelle le paging. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, on va rajouter un IMSI catcher là-dedans. Alors, un IMSI catcher au sens historique du terme, parce qu'aujourd'hui, on va voir que le terme a été un petit peu généralisé. Donc, j'ai toujours mon abonné, et puis j'ai toujours mon antenne de PSES Télécom. L'antenne s'annonce. Je suis PSES Télécom, donc mon téléphone va se connecter dessus. Je reçois plus ou moins bien l'antenne au niveau du téléphone. Je peux alors passer des appels, je peux alors envoyer des SMS, je peux recevoir des appels et je peux recevoir des SMS. Et là, j'ai mon petit malin qui vient là au milieu et qui finalement va essayer de se comporter comme l'antenne de l'opérateur. Il va tout simplement dire « Je suis PSES Télécom ». Qu'est-ce qui va se passer ? Le téléphone va regarder quelle est la force du signal avec le petit malin, va voir qu'il reçoit très très bien le signal, donc va choisir de se connecter sur l'IMSI catcher au lieu de se connecter sur l'antenne. Le mobile de l'abonné bascule sur l'antenne qui reçoit le mieux. Au lieu de dialoguer avec ce qu'il pense, au lieu de dialoguer avec une antenne de l'opérateur, il dialogue maintenant avec ce fameux IMSI catcher. Le problème vient de là. Parce qu'une fois que le téléphone est connecté sur l'IMSI catcher, donc c'est on va dire un ordinateur avec des équipements autour, on en reparlera un petit peu plus loin, et bien cet IMSI catcher va pouvoir faire tout ce que fait l'antenne. Déjà, il va lui demander de se réauthentifier. Alors pour se réauthentifier, c'est comme quand on se connecte. Donc il va redonner, cette fois pas le numéro temporaire, quand on lui demande de se réauthentifier, c'est je ne sais plus le numéro temporaire qu'on a et je ne sais plus à quoi il correspond. Redonne-moi ton IMSI. Moi, il donne son IMSI. Donc là, on connaît l'abonné. Puis à partir de là, il peut lui dire des trucs sympas. Au lieu de chercher tout le temps à se connecter sur la meilleure antenne, celle qui reçoit le plus clair, on lui dit on ne recherche pas de nouvelles, tu restes avec moi. Ça ne sert à rien que tu regardes les autres. Ce qui fait qu'au final, tant qu'on va être à portée de l'IMSI catcher, on va rester connecté sur l'IMSI catcher. Oh, puis on peut en profiter pour lui donner d'autres choses. Tiens, voilà une nouvelle configuration. Cette nouvelle configuration, ça peut avoir plein de trucs. J'en reparle dans le slide d'après. On peut lui dire, tiens, mais à jour ton firmware. Bon, alors celle-là, c'est pour l'idée qu'il faut reprendre, parce que là, il ne faut pas oublier qu'on est en 2G. Je ne sais pas si balancer un firmware entier de téléphone en 2G, un Android ou un truc comme ça passerait bien, parce que je pense qu'il y en a quand même pour quelques heures. Mais dans l'idée, finalement, l'IMSI catcher, il peut contrôler le téléphone comme l'opérateur contrôle notre téléphone, ou pas loin. Il y a quelques petites exceptions, mais pas loin. Donc mon IMSI catcher, il se fait passer pour l'antenne. Par contre, il faut bien comprendre que l'IMSI catcher, il ne possède pas la clé de chiffrement des communications. Il se fait passer pour l'antenne, on se connecte dessus, mais il ne sait pas déchiffrer les données, parce qu'il n'a pas la clé. La clé, elle est
dans la carte SIM est chez l'opérateur. Elle n'est pas dans l'antenne. Pour acheminer les appels, parce que finalement, moi je suis connecté chez mon opérateur, je vais vouloir passer des coups de fil. Pour pouvoir acheminer des appels, dans les premières versions, les IMSI Catcher désactivaient le chiffrement. En gros, comme on est connecté sur l'antenne, il suffit de dire, ben, on va changer d'algorithme de chiffrement. Les algorithmes de chiffrement, il y en avait à l'origine 3 principaux. Il y en a un qui s'appelle A5.1, qui était l'algorithme le plus utilisé, l'algorithme classique, et donc il faut la clé. Il y en a un autre qui s'appelle A5.0. Bon, en fait, ça veut dire pas de chiffrement. La petite boîte qui fait du chiffrement, tout ce qui rentre dedans, bah, ça ressort à l'identique derrière. Donc on lui dit, bah, on va changer d'algorithme de chiffrement, tu vas passer à 5.0. Ce qui fait qu'au final, le téléphone va discuter en clair avec l'antenne. Il n'y a pas besoin de la clé. Il suffit de dire au téléphone, bah, ça ne sert à rien que tu chiffres les données, tu m'envoies les données en clair. C'est pas très discret. Hein. Aujourd'hui, les IMSI catchers modernes sont capables de calculer la clé quasiment en temps réel. Quand je dis quasiment en temps réel, dans les articles que j'ai pu lire, l'ordre de grandeur, il est autour de la minute, voire moins dans certains cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois, avec les données qu'on a, on va finalement pas avoir besoin de la clé pour déchiffrer les données, puis pour pouvoir se comporter vraiment comme une antenne normale et pouvoir en plus intercepter la communication. Alors c'est uniquement si on utilise l'algorithme A5.1 ou A5.2. A5.2, c'est un peu une arnaque. C'est que les pays qui ont développé le GSM, les pays d'Europe, les États-Unis, quand les pays du Sud ont voulu utiliser du GSM, ils ont dit bah, on va vous le donner, effectivement vous allez pouvoir l'utiliser, mais par contre, nous on veut pouvoir quand même écouter ce que vous racontez, donc on va vous donner une variante de notre algorithme, qui n'est pas A5.1, mais A5.2, qui est le même algorithme avec une clé qui est beaucoup plus courte et puis qu'on sait casser facilement. Donc vu qu'on sait casser en quasi temps réel A5.1, A5.2, ça ne pose pas de problème non plus. Et puis, comme je le disais, l'IMSI Catcher, il peut contrôler tout ce que l'opérateur contrôle. Il peut contrôler quoi? Les serveurs MMS ou les serveurs SMS, c'est-à-dire là où le serveur auquel on envoie ces informations-là pour être acheminé après vers d'autres. Le numéro de la messagerie. On doit pouvoir configurer également le proxy pour l'accès Internet. On doit pouvoir configurer ce genre de choses-là. Donc si jamais on est connecté à un IMSI Catcher, rien ne nous dit qu'après, notre téléphone, il est toujours correctement configuré. Il a pu être complètement déconfiguré pour pouvoir aller envoyer des informations, bah, pas forcément vers qui on est censé les envoyer. On n'envoie peut-être pas les SMS vers le bon serveur pour qu'ils soient interceptés. Alors à mon avis, les opérateurs derrière, ils ont des trucs pour détecter que ce n'est pas la bonne configuration et le renvoyer comme il faut un petit peu plus tard. Mais enfin, il peut se passer quelques dizaines de minutes, quelques heures ou quelques jours avant de recevoir et d'avoir notre configuration normale. Pendant ce temps-là, les SMS, on ne les a pas envoyés à l'opérateur, on nous a envoyé un tiers qui les achemine ailleurs derrière. Pareil pour les connexions Internet. Hein. Si le navigateur, si on se met à passer par un proxy, le proxy récupère toutes les infos. Ouais, je vais aller un petit peu plus vite sur celui-là. Là, j'ai toujours mon abonné. Quand mon abonné passe un coup de fil, évidemment, ce n'est pas le réseau qui reçoit la demande de coup de fil, c'est l'IMSI Catcher. Qu'est-ce qu'il va faire, l'IMSI Catcher? Ça, c'était dans les premières versions. Il avait un mobile qui était également abonné à PSES Télécom, puis lui, il passait le coup de fil, puis il relayait le coup de fil. Du coup, comme ça, moi, avec mon téléphone, j'avais l'impression d'être connecté au réseau et que tout se passait bien. Je vous dis, c'est comme ça qu'on faisait autrefois, c'est comme ça que les premiers IMSI Catcher fonctionnaient, parce que on va être limité ici au nombre d'appels qui pourront être passés simultanément, puis ça peut un petit peu se voir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les IMSI Catchers modernes, ils vont pouvoir l'appeler, mais en passant par Internet, en faisant des appels par la voie sur IP. Ils vont faire des appels par la voie sur IP, soit parce qu'ils vont avoir une connexion 3G, une connexion 4G, ou tout simplement une connexion filaire. Ils vont pouvoir relayer tous les appels pour finalement vraiment venir s'insérer dans la communication entre l'opérateur et la personne.
Ouais, c'est ce que je mets là en bas. Comme l'Easy Catcher n'est pas connecté au réseau de l'opérateur, il va se faire passer pour un mobile pour transférer l'appel avec son abonnement propre ou passer par une connexion voix sur IP. Là, on voit déjà un premier problème. On voit déjà un premier problème qui va permettre peut-être de détecter la présence d'IMSI Catcher, c'est que si jamais on est dans ce cas-là avec le mobile, la présentation du numéro, elle ne va plus marcher. Puisque le numéro de l'abonné, là, il ne peut pas être relayé ici. Puisque là, c'est un simple téléphone comme un autre. Il ne peut pas repasser d'autres numéros. Par la voix sur IP, ça peut parfois fonctionner, la présentation du numéro de notre destinataire. Mais pas toujours. Ça peut parfois fonctionner. Alors, voilà ce que c'est qu'un IMSI Catcher. Donc, c'est un appareil qui va venir essayer de faire ce qu'on appelle vulgairement une attaque de l'homme de milieu. Hein. Il va venir essayer de s'insérer entre la communication que je vais effectuer avec l'antenne, avec l'opérateur et moi. Moi, je pense discuter avec l'antenne, alors que je discute avec l'IMSI Catcher. L'antenne pense discuter avec moi, alors qu'elle discute avec l'IMSI Catcher. Et est vraiment venu se placer entre les deux. Alors, pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on a des IMSI Catcher? Ça permet, au début, et c'était pas mal utilisé pour ça au début, de faire une liste des IMSI dans une zone donnée, et donc du coup d'identifier les gens qui sont dans la zone. Si on fait ça une fois, ça va être un petit peu limité en intérêt, mais si jamais on fait ça plusieurs fois, on va pouvoir corréler pas mal de choses. Tiens, celui-là, il était là tel jour à tel endroit, tel autre jour à tel autre endroit. C'est bizarre, c'est des manifs pour tel ou tel sujet, puis il est toujours présent. Et puis, si on regarde les photos qui ont été prises à ce moment-là, on va voir qu'un tel il était toujours présent aussi. On va peut-être pouvoir faire des corrélations de ce type-là, par exemple. Ça permet d'écouter les conversations, de recevoir les SMS d'une cible en particulier. Alors, c'est juste de recevoir les SMS au moment où la personne ciblée se trouve connectée à l'IMSI Catcher. Hein. Ça ne permet pas de voir les autres SMS qu'il y a sur son téléphone. Enfin, ça permet de faire une écoute. Une écoute, d'ailleurs, qui est totalement sauvage, puisque là, l'opérateur, lui, ne voit rien. La personne, elle ne voit rien. Et finalement, la personne qui met l'IMSI Catcher, là, on ne sait pas qui c'est. Je ne sais pas si c'est utilisé comme ça, mais en tout cas, moi, j'y ai pensé. Ça peut être bien pour empêcher la communication GSM dans une zone donnée. Quand il y a, alors, je pense principalement au problème gestion de foule, de manifs interdites, de choses comme ça. À mon avis, il y a plein d'autres cas, mais quelquefois, on va vouloir empêcher que les gens communiquent entre eux, pour éviter qu'ils se mettent d'accord, et puis pour pouvoir simplifier la gestion de la foule. Du coup, plus personne ne peut passer de coup de fil. Il suffit de ne pas relayer les appels, et puis il n'y a plus de relais vers les appels. On a beau être connecté, notre téléphone il est connecté et il ne fait rien. L'intérêt principal de l'IMSI Catcher, pour celui qui l'utilise, c'est qu'il se passe de la coopération de l'opérateur. L'opérateur, là, il est pour rien. L'opérateur, on ne lui demande rien. Dans le cadre d'une écoute demandée par un juge, on va passer par un opérateur. Il va y avoir le juge qui va décider que telle ligne va être mise sous écoute. Du coup, on contacte l'opérateur, on demande un double de la ligne, et tout ce qui passe sur cette ligne-là, alors, est effectivement enregistré. Alors, je ne connais pas les délais, je pense que ça peut être relativement court. Vous connaissez les délais, non? Quelques heures, si besoin, c'est quand même relativement court, après la décision du juge. De passer par un IMSI Catcher, on n'a pas besoin de demander ça au juge, on n'a pas besoin de faire une requête vers l'opérateur pour envoyer un double de la ligne. On se passe totalement de sa coopération. C'est pour ça que moi j'appelle ça des écoutes vraiment totalement sauvages, parce qu'on se passe de la coopération de l'opérateur. Ça veut dire que finalement, n'importe qui peut le faire. Techniquement, c'est réalisable par n'importe quelle entité. Avoir un doute de la ligne d'un abonné, il n'y a que l'État qui va l'avoir, parce que ça va arriver dans ses locaux. Là, n'importe qui peut le faire. Oui, il faut des connaissances techniques. Oui, il faut le matériel. Mais il n'y a pas d'autres prérequis à ça. Alors ça pose plein de problèmes.
Il n'y a aucun contrôle sur qui écoute, quand il écoute, et ce qui fait des données récupérées. C'est celui qui a l'IMSI Catcher qui choisit ce qu'il fait. Ça pose déjà un premier contrôle d'éventuels abus qui pourraient avoir lieu. Déjà, première inquiétude, qui pour moi est quand même une très grosse inquiétude. Sur beaucoup d'IMSI Catcher, seuls les mobiles ciblés peuvent passer des appels, parce que le nombre d'appels est quand même limité. Quand on est sur une zone qui est très dense, si vous passez tous des appels, il y en a plein qui vont se faire rejeter. Vous me direz, mais ce n'est pas très très grave, si je ne peux pas passer un appel, des fois ça arrive que mon opérateur soit saturé, mais ça peut poser quand même des problèmes. J'ai un peu anticipé un truc. Maintenant, on peut le faire avec la voix sur IP, comme je vous le disais, et pas uniquement avec le mobile, mais on est quand même limité, même si on peut en faire passer un certain nombre, on est quand même limité sur le nombre d'appels simultanés, ce qui peut poser des problèmes, notamment pour les appels d'urgence. Parce que soit on ne peut pas passer d'appel pour un appel d'urgence, soit dans le cadre des appels d'urgence qui arrivent à passer, l'identification de l'appelant n'est pas forcément la bonne. Et les appels d'urgence identifient l'appelant pour plein de raisons. Et si en plus, l'identifiant de l'appelant, on se rend compte du côté de la réception de l'appel d'urgence que ça a été bidouillé, ça peut des fois passer de côté moins prioritaire ou ce genre de choses-là. Hein. Donc ça peut poser des problèmes importants. Et le dernier, que j'aime bien parce qu'il est vraiment important, quand on est enregistré sur l'IMSI Catcher, ok, on peut peut-être passer des appels. Quand on est enregistré sur l'IMSI Catcher, ok, on a du signal, mais on n'est pas connecté au réseau de l'opérateur. Finalement, les appels entrants, ils ne marchent pas, on n'est pas connecté sur le réseau de l'opérateur. L'opérateur, il ne sait pas où on est. C'est comme si notre téléphone il était éteint pour lui. Quand on passe un appel, on ne passe pas par notre téléphone, on passe par l'IMSI Catcher. Et on n'est pas joignable. Après, ça peut poser également des problèmes, notamment pour les personnes qui cherchent à rester joignables en cas d'urgence, les personnes qui sont d'astreinte. Je pense au personnel médical, mais enfin, il n'y a pas que le personnel médical, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir besoin de rester joignables. Alors ça, c'est l'IMSI Catcher tel qu'on... Techniquement, c'est ça, un IMSI Catcher. Maintenant, dans le mot IMSI Catcher, on met aussi plein d'autres choses aujourd'hui. Ce que j'appelle par extension. Finalement, aujourd'hui, un IMSI Catcher, ce qu'on va appeler un IMSI Catcher, c'est un petit peu tout ce qui permet d'intercepter sauvagement des communications de mobile. C'est une manière de faire, celle que je vous ai présentée, qui est l'IMSI Catcher historique. Il y a d'autres manières de le faire. Et finalement, aujourd'hui, l'IMSI Catcher, ça représente ce que je viens de vous présenter et toutes les autres façons de le faire. Les écoutes passives, j'en parlerai dans un instant. La compromission d'antenne. Finalement, Benjamin l'a dit tout à l'heure, c'est des ordinateurs qui sont un petit peu partout. Les antennes, elles sont un petit peu partout. Si je sais comment reprogrammer l'antenne, comment reprogrammer l'ordinateur qui est derrière l'antenne, je peux peut-être aller là-bas. Et puis, finalement, pouvoir intercepter toutes les communications qui passent par cette antenne. On verra que c'est peut-être plus facile qu'on le pense de faire ça. Puis, il y a sans doute d'autres technologies auxquelles je n'ai pas pensé. Hein. J'ai essayé, moi, de me mettre à la place d'un attaquant, puis de me dire, voilà, comment je pourrais faire. Je n'ai pas cherché à être exhaustif, j'ai trouvé plein de raisons. Je me suis dit que c'était déjà pas mal. Bon, alors tout ça, ça fonctionne quand on est en GSM, quand on est en 2G. Donc vous allez me dire, ouais, mais moi je m'en fous. J'ai un téléphone moderne, je suis en 3G. Alors, le problème avec la 3G, c'est que malgré le fait que la 3G nécessite que l'antenne s'authentifie, c'est-à-dire que cette fois, on ne peut pas simplement dire je suis passage en scène télécom. On peut toujours le dire, ça ne sera pas suffisant. Il y a des histoires de clés, il y a des histoires d'authentification. Le mobile est authentifié, l'antenne est également authentifiée par le mobile. Donc elle ne se connecte pas chez n'importe qui. Donc déjà, ça empêche ce qu'on a vu jusqu'à présent tel que c'était fait. Un truc dont on peut plus se faire passer pour l'antenne, mais il y a un existant. Et dans la plupart des cas, quand on n'a pas de signal en 3G, on bascule en 2G. Et il y a des protocoles qui font que si le mobile utilise le GSM, comment j'ai formulé ma phrase? Oui, si le mobile utilise le GSM en repli de la 3G, dans certains cas qu'on peut provoquer, il va accepter que l'antenne ne s'authentifie pas. Donc du coup, on se retrouve dans la situation de départ. On peut également
brouiller le signal 3G, je ne reçois plus mon signal 3G, qu'est-ce que je fais? Je bascule en 2G. Et je bascule en 2G, je me connecte sur l'antenne que je reçois plus fort. Paf, je suis sur l'IMSI Catcher. Et puis même s'il n'y a pas de repli, avec le protocole 3G, on peut demander à un mobile qui est dans le réseau, au niveau du protocole, sans authentification, de redonner son IMSI. Donc il y a quand même quelques problèmes. C'est pas simple, hein, ces derniers-là. Ils sont beaucoup plus compliqués à réaliser que quand on est en GSM. Mais il reste quand même des possibilités de le faire, et ce sont des possibilités qu'on a rencontrées. J'ai qu'à passer en 4G. Voilà, ce que je vais vous dire là, c'est valable également en 3G. Mais tout à l'heure, je vous disais, tant qu'à faire, autant que je compromette une des antennes de l'opérateur. Comme ça, finalement, je n'ai pas besoin de me faire passer pour qui que ce soit, j'ai juste à regarder passer le trafic. Si jamais je me mets dans l'antenne, c'est bon. Vous connaissez les femtocell? Les femtocell, c'est des petites antennes qu'on va mettre à la maison pour améliorer le signal. On est dans la maison, le signal, on ne le reçoit pas très bien parce qu'on est à l'intérieur. Donc, du coup, les opérateurs, ils nous fournissent des femtocell pour qu'on ait du signal à l'intérieur de l'appartement, à l'intérieur de la maison. En 2012, il y a un modèle de femtocell 3G qui a été modifié par un abonné et qui a réussi à totalement prendre le contrôle de la femtocell. C'est-à-dire qu'il a totalement pris contrôle de l'antenne. Alors, l'opérateur, lui, il avait préparé un certain nombre de choses. Déjà, il n'y avait que lui qui pouvait se connecter sur son antenne. Donc, en gros, il pouvait s'écouter lui-même. C'est pas très, très intéressant. Sauf qu'à partir du moment où il prend le contrôle de l'antenne, il peut faire sauter cette limite-là. Et finalement, tous les abonnés de l'opérateur en question, il y en a plusieurs, hein, là c'est une SFR, mais il y en a eu plusieurs, hein, des opérateurs. Hein. Ce n'est pas limité à SFR, ce n'est pas limité à la France, hein, c'est ce modèle-là qui avait été cassé. C'est pour ça que je l'ai mis, mais enfin, il y a plein de monde qui l'utilisait. Hein. Ce n'est pas SFR qui le fabriquait, tous ceux qui utilisaient ce modèle-là se sont fait avoir. On prend le contrôle, il suffit de dire, bah voilà, maintenant n'importe qui peut l'utiliser, d'ailleurs SFR ou pas SFR. Hein. Pas compliqué, la restriction se fait dans l'antenne. J'ai pris le contrôle de l'antenne, je fais ce que je veux. Il y a quand même eu un point difficile. C'est que le trafic, ce qui allait passer entre cette antenne-là qui était connectée à la box et Internet, le trafic est chiffré. Avec une clé spécifique, hein, juste pour cette communication-là, en IPsec. Oui, mais on a toujours accès à la machine, la clé elle est sur la machine. Et la clé a été utilisée pour pouvoir déchiffrer les données. Donc finalement, c'est toujours possible de compromettre une antenne. Le réseau fonctionne normalement, l'antenne est officielle, on n'a besoin de rien de particulier. Toutes les communications qui y passent peuvent être interceptées. Alors, c'est certains modèles précis de femtocell qui se sont fait casser par le passé. À ma connaissance, aujourd'hui, je n'ai pas vu passer d'autres papiers. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, ça j'en sais rien. Et puis c'était de la 3G, je ne sais pas du tout en 4G. Bon, enfin, ça fait quand même une cible privilégiée au niveau des attaques. Bon, maintenant, si je me passe en 4G. Si je passe en 4G, c'est plutôt pas mal, il y a plein de problèmes qui sont résolus. J'ai juste un tout petit souci, qui est qu'aujourd'hui, dans la 4G, c'est comme le réseau de votre ordinateur. C'est plus du tout comme le réseau du téléphone qu'on avait avant. Il n'y a pas ce qu'on appelle de mode circuit. Le mode circuit, c'est ce qui permettait de passer un coup de fil. Tout comme avec votre ordinateur, il faut que vous ayez un abonnement avec le téléphone qui se branche sur la box. Ça ne sert à rien de le brancher sur la prise téléphonique, ça ne passera pas. Et aujourd'hui, les réseaux des opérateurs, dans la plupart des cas, ils ne sont pas encore prêts pour ce qu'on appelle la Voice over LTE. C'est une sorte de voix sur IP. C'est au lieu de passer un coup de fil comme on le faisait avant, on passe un coup de fil par des paquets, comme on le fait quand on passe avec Skype, avec ce que vous voulez. Ici, on ne sait pas le faire. Ce n'est pas prévu, ce n'est pas prêt encore.
Ça ne va pas durer très longtemps, puisqu'il y a certains opérateurs qui travaillent, c'est bientôt prêt, mais aujourd'hui, finalement, en réalité, on ne s'est pas passé de coup de fil en 4G. Si vous regardez votre téléphone quand vous passez un coup de fil, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont déjà eu. Vous basculez en 3G ou en 2G, au moment du coup de fil. Alors, si on bascule en 2G, au moment du coup de fil, on risque de se retrouver derrière un IMSI catcher. Donc, à la réception d'un appel, le mobile passe en 3G ou en 2G. Ça dépend de l'opérateur, ça dépend de sa configuration, ça dépend de l'environnement dans lequel il est. Il y a plein de critères. À l'émission d'un appel, c'est la même politique qui passe. C'est le même cas qui se présente. Et finalement, on a beau avoir la 4G, on bascule sur un des protocoles qui est vulnérable. Donc ça permet un petit peu de faire le tour des IMSI catchers et des dangers qui sont présents. Donc on le voit, ce n'est pas uniquement dans le cas du GSM, enfin en réalité la faille elle est dans le GSM, mais avec les problématiques de compatibilité d'une part, parce qu'on veut pouvoir passer du GSM à la 3G, même pouvoir rebasculer en GSM quand on n'est pas en couverture 3G, pouvoir passer à la 4G, revenir à la 3G. En fait, on se balade tout le temps entre ces trois types de réseaux-là. On a quand même des possibilités de forcer le passage dans un mode vulnérable. Ce n'est pas systématique, mais ça existe. Alors maintenant, il y a un autre mécanisme qui est l'écoute passive. Alors l'écoute passive, elle est totalement indétectable parce que finalement, on ne fait rien. On se met pas loin de la personne, puis on fait qu'écouter. On écoute, et puis dès qu'on voit un signal, eh bien on va tenter de le déchiffrer. À l'aide d'un récepteur et de la technologie de radiologiciel, il est possible de déchiffrer et de suivre les communications. Alors, ce n'est pas non plus très très simple à faire, parce que pour casser le protocole à 5.1, si moi je veux le faire, je n'ai pas essayé, mais si moi je veux le faire, il me faut un ordinateur quand même assez costaud en termes de puissance. Il faut que je télécharge ce qu'on appelle des tables arc-en-ciel. C'est une manière d'avoir préparé le calcul de toutes les clés possibles, qui va un petit peu plus vite que de les essayer les unes après les autres. Il y a une partie du calcul qui a été fait avant, mais qui prend beaucoup de place. Les tables arc-en-ciel pour le GSM, pour A5.1 de mémoire, ça fait entre 2 et 3 teraoctets. Donc j'ai besoin de disques durs très rapides, avec entre 2 et 3 teraoctets de données dessus, un ordinateur assez rapide, et puis en à peu près 1 minute, quand la personne passe un appel, je peux trouver la clé. Alors c'est la clé juste de l'appel. Enfin, c'est la clé de l'abonné, ce qui me permet de trouver la clé de l'appel et de déchiffrer l'appel, parce que la clé de l'abonné ne sert qu'à échanger la clé de l'appel. Le problème, c'est que c'est assez peu fiable. Autrefois, quand j'écoutais avec mon Radiocom 2000, je chopais des gens qui étaient à 50 km de moi. Là, les gens qui sont à 50 km de moi, je vais avoir du mal à les entendre. Déjà parce que en GSM, 50 km, ça doit être 36 km le maximum, c'est ça? Ouais, c'est ça, 36 km. Donc des gens, on ne les entendra pas. Et puis, je vais avoir que je peux entendre peut-être qu'une voix, soit de l'opérateur vers le téléphone, soit de téléphone vers l'opérateur. Il ne faut pas que je perde le signal. Il faut que je sois là avant qu'il passe l'appel, pour que je récupère la clé de session, la clé qui est utilisée pour l'appel. Toutes ces choses-là. Ce n'est pas super fiable. C'est très très dépendant de l'environnement radioélectrique, donc si je suis proche de lui ou pas. Mais par contre, ça a l'avantage d'être totalement indétectable. Parce que là, en fait, on n'émet rien du tout. Les ondes, elles ne vont pas prévenir qu'elles sont allées voir un récepteur. Elles ne vont rien dire. Alors ça peut se faire avec différents appareils. J'ai mis les photos. Il y a le HackRF que j'ai présenté tout à l'heure avec Gaël, un USRP. Pardon, ça c'est un modèle qui est plus récent mais qui permet de le faire également. Si on a un petit peu de chance, on peut même le faire avec la clé comme ça. Pourquoi je dis si on a un petit peu de chance? Parce qu'il faut qu'on soit dans des fréquences qui sont couvertes par la clé. Voilà, il faut avoir un petit peu de chance, surtout que la fréquence d'appel, elle va changer en permanence. Il faut tomber dedans. Mais même en mettant plusieurs clés, à mon avis, on peut y arriver sans gros soucis si on est bien sur la bonne bande de fréquence, puisque la clé est un petit peu plus limitée en termes de bande de fréquence. Alors, ça existe, c'est moins fiable, mais c'est présent quand même et ça marche quand même. Là, j'ai eu des démos assez bluffantes. Alors du coup, maintenant que je vous ai fait bien peur,
Et franchement, ça ne m'a pas tellement rassuré, moi, de préparer cette conférence. Les logiciels de détection. Comment est-ce que je vais pouvoir détecter qu'il y a un IMSI catcher dans le coin? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Vous avez peut-être entendu parler de Snoot. J'ai oublié un P, tiens, Snoop Snitch. Je remettrai après. Snoop Snitch, il y en a qui ont entendu parler, qui l'ont sur leur téléphone? Non? Alors, lui, son boulot, c'est d'essayer de détecter la présence d'un IMSI catcher. C'est un petit programme qu'on installe de mémoire sur un certain modèle d'Android. Alors, il n'y a qu'un certain modèle d'Android sur lequel on peut l'installer. Il faut que l'Android ait été routé pour qu'on puisse aller lire les informations de la partie radio du téléphone. Et lui, il essaie de détecter des anomalies sur le réseau. Et à partir de là, il va dire « Oula, ce qui se passe là, c'est pas terrible. Il y a des trucs pas normaux qui ont lieu sur le réseau, donc il y a peut-être un IMSI catcher. » Sauf que dans la vraie vie, les anomalies, ça existe sur un réseau en production. Il y en a. Ce qui va faire qu'on va peut-être penser qu'on a un IMSI catcher, alors qu'en réalité, c'est juste une anomalie. Les anomalies, il y a plein de modèles différents, mais la détection, elle va se baser sur un score. C'est un petit peu comme pour le spam. Vous savez que si vous avez le mot Viagra, pas cher, copie à vendre, dans le même mail, il y a des chances pour que ce soit un spam. Là, c'est pareil, sauf que le nombre de critères pour pouvoir faire le score, il est relativement faible. C'est des anomalies possibles. Quand on regarde sur le site, allez, si on a une dizaine d'anomalies possibles, c'est un petit peu tout le bout du monde. Donc, c'est assez limité. Et puis finalement, du coup, la qualité du score n'est pas forcément terrible. Donc on a un très très gros risque de faux positifs, notamment dans des cas où on voit tout de suite qu'on est dans une situation un peu particulière. Je suis en train de sortir du métro, dans le métro on est en 2G, je ressors et puis j'étais rentré à un endroit, dans une cellule, je ressors, je suis dans un endroit complètement différent, je vais recevoir des signaux très très forts alors que je reçois le signal sur lequel j'étais connecté extrêmement faiblement. Ça fait un petit peu bondir un des premiers paramètres. Donc ça, c'est des situations où, si vous utilisez Snoop Snitch, vous sortez du métro, vous avez une alerte, il y a un IMSI catcher, c'est peut-être un faux positif, parce que vous êtes vraiment dans une situation, au niveau du réseau, il y a plein d'anomalies qui peuvent avoir lieu, qui peuvent être un petit peu bizarres pour le mobile. Dans le cas où vous êtes avec une itinérance nationale, je pense à Free, passer d'Orange à Free, de Free à Orange quand vous avez votre téléphone. Alors, vous avez votre téléphone Free dans la poche, vous sortez du métro, donc déjà, premier truc bizarre, il se connecte sur de l'Orange, non, il y a une bande Free là, paf, je me connecte sur la bande Free, on change d'opérateur, on change d'endroit, les signaux ne vont pas forcément correspondre. Là, ça peut également lever une alerte. C'est pour dire que c'est bien ces outils-là, cet outil-là est très bien, il est à garder sous le coude, mais il faut faire extrêmement attention parce qu'il est capable de nous sortir plein de faux positifs dans des endroits où il n'y a absolument pas d'IMSI catcher. En fait, il ne détecte pas l'IMSI catcher, il détecte des effets de bord qui pourraient y avoir d'un IMSI catcher, mais ces effets de bord-là, ils peuvent être présents ailleurs. Donc c'est une approche intéressante, c'est vraiment un programme intéressant, mais il faut se méfier quand même de ce qu'il va nous raconter. Il y en a un autre, dont on entend un petit peu parler aussi, qui est AIM-SICD. Je l'ai sur mon téléphone. Il a l'avantage de ne pas nécessiter que le téléphone ce soit un modèle en particulier, c'est pour les Android. Je ne crois pas qu'il existe pour iPhone, je ne sais pas s'il y en a qui l'est. Enfin, c'est pour les Android. On n'a pas besoin d'être root. Donc finalement, il s'installe sur tous les téléphones Android non root. Sauf que les tests qu'il va faire, vu qu'il n'accède pas, Android n'accède pas à la partie radio du téléphone, c'est des tests assez basiques. Et en gros, ah oui, ça c'était le logo. Bon. En gros, son boulot, ça va être de détecter des cellules dans lesquelles il se connecte, des antennes, ou des groupes d'antennes. C'est des groupes d'antennes à des cellules. Il va se connecter sur des groupes d'antennes que lui ne connaît pas dans sa base de données. C'est bien, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait une base de données à jour. Et la base de données sur laquelle la base de données qui est utilisée en termes de référence, c'est OpenCellID. Ils veulent utiliser celle de Mozilla, j'ai vérifié ça tout à l'heure. Mais c'est de toute façon très très peu rempli pour la France, donc c'est pas vraiment fiable. Et on a énormément de faux positifs. C'est peu fiable pour le moment. Il y a plein de bonnes idées derrière dans le projet. Il y a encore du boulot pour que ce soit un outil de détection fiable. Aujourd'hui, il y a quand même un gros boulot. Celui-là aussi, celui-là est peut-être plus avancé que celui-là, mais celui-là est plus limité quant aux mobiles sur lesquels on peut l'installer. Mais de toute façon, vous voyez que finalement, ça reste assez difficile avec ces méthodes-là. Alors, il y a une méthode un petit peu de côté, qui peut être utilisée. C'est de passer par les appels entrants. Je vais essayer un truc. Non. Je suis revenu en arrière, ça n'a pas marché.
On a vu que quand on est connecté sur un IMSI catcher, à part dans le cas où il y a de l'écoute passive, hein, où c'est totalement détectable, le téléphone n'est pas connecté sur l'opérateur. Et puis comme je vous l'ai dit, finalement, si jamais on nous appelle, ça ne passera pas. Dans la plupart des cas. Il y a certains IMSI catchers qui utilisent une astuce qui permet de router certains appels entrants. Alors ça passe par du SS7 pour ceux qui connaissent, mais ce n'est pas très très fiable de leur côté, ce qui fait que tous les appels entrants ne vont pas passer. Et c'est sans doute une des manières les plus fiables aujourd'hui de détecter qu'on est connecté à un IMSI catcher. Appeler et se faire appeler régulièrement. Hein, si on est entre plusieurs, on va être capable de s'appeler entre nous toutes les 10 minutes, et puis si à un moment donné il y a des trucs bizarres, le numéro de l'appelant ne s'affiche pas, ou c'est pas le bon numéro. Bon, à mon avis, ça n'arrivera pas, mais il ne va pas s'afficher, puis à un moment donné, on n'arrive pas à appeler. Ça peut être un signe. Ou on peut utiliser un service de callback, qui en fait, chaque fois qu'on appelle, on va appeler un numéro qui lui va nous rappeler. Un même mécanisme. Et si ça marche très très mal dans une zone, on peut se poser des questions. Alors ça, c'est un petit peu la détection. Allez, quelques idées de détection. Il y a des idées un petit peu plus précises. Dans les lieux fixes, les lieux un petit peu sensibles, il y a des gens qui vont faire de la détection de présence potentielle d'IMSI catcher. Tout simplement parce qu'ils vont faire une analyse, on va pouvoir faire une analyse de l'environnement radio habituel pour détecter des changements suspects. Alors ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, c'est-à-dire qu'il faut faire un mapping de ce qu'on capte à un moment donné, surveiller ça en plusieurs jours, voir l'évolution du réseau, voir que finalement c'est toujours les mêmes numéros de cellules qu'on va avoir, les mêmes numéros d'antennes, que c'est telle et telle fréquence qui sont utilisées, et ça va servir de point de départ. Et quand on va surveiller ça, quand une nouvelle fréquence est utilisée, ça peut être un signal un petit peu étrange. Ou quand un nouvel identifiant de cellule apparaît. Ce n'est pas forcément qu'il y a un IMSI catcher, parce que effectivement, les opérateurs ils mettent des nouvelles antennes de temps en temps, mais ça peut être déjà un premier signe. Surtout si la durée de vie de ces cellules qui sont rajoutées, elles sont relativement faibles, quelques heures à quelques jours. Elles apparaissent, elles disparaissent, elles reviennent, elles redisparaissent. Ça, c'est pas très très normal. Si jamais il y a des brouillages radio, là j'ai mis à côté sur la photo d'un analyseur de spectre, hein, mais si jamais on voit qu'il y a des fréquences qui sont brouillées et puis qu'il y a une nouvelle cellule qui apparaît à ce moment-là, ça commence à faire un petit peu bizarre. Et puis un point qui est à utiliser aussi, qui est assez difficile pour le moment avec les autres logiciels, parce qu'il faut des bases qui remplissent ça correctement, si jamais il y a des fréquences incohérentes. Hein, par exemple, qu'il y a un opérateur qui se présente sur une fréquence qui est utilisée par un téléphone, mais qui n'est pas du tout sur sa bande de fréquence officielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IMSI catcher, il va utiliser une fréquence libre. Hein, il ne va pas forcément utiliser une fréquence. Les fréquences des opérateurs, si vous... Ouais, j'aurais dû faire une démo de ce côté-là, je n'ai pas pensé à ça, mais si vous regardez les bandes de fréquences des opérateurs néo de téléphonie mobile, il y a du monde. Hein. L'opérateur, lui, il utilise toute la bande de fréquences qu'il peut dans le coin. L'IMSI catcher va prendre une bande de fréquence libre à côté, qui n'est pas forcément à l'opérateur en question. Ça, c'est un point qui peut être à creuser. Et puis éventuellement d'autres méthodes d'analyse. Alors il y a des gens qui ont fait, j'ai trouvé des gens qui ont fait ce genre de choses automatisées sous le toit d'un immeuble, avec un Raspberry Pi qui fait de l'analyse en permanence, et puis qui remonte les anomalies rencontrées. De façon mobile, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, on n'est plus du tout dans un environnement normal. Les seules méthodes que j'ai vues, c'est de faire un mapping des cellules habituelles du lieu. Donc, il faut déjà le connaître pour pouvoir détecter les changements. Un petit peu la même méthode, mais du coup, il faut quand même connaître le lieu. Les points qui peuvent marcher, la recherche sur les incohérences sur les fréquences, comme ce que je viens d'expliquer, hein, c'est-à-dire que là, je vais avoir Orange qui utilise une fréquence qui est attribuée à Free, par exemple. Il n'a rien à faire là. Alors ça peut être une erreur, hein. Ce n'est pas forcément un IMSI catcher, ça peut être une erreur de configuration. Pourquoi pas? C'est assez peu vraisemblable, mais pourquoi pas? Il y a une probabilité non nulle que ça arrive. Ou qu'on ait une dégradation des fonctionnalités de la cellule. C'est-à-dire que sur le téléphone, dans le téléphone, il va dire je ne peux pas faire de data. C'est bizarre, je suis sur une zone qui normalement est couverte par la data. On passe sans chiffrement. Ça, c'est super visible. Hein. Aujourd'hui, s'il y a encore des IMSI catchers qui ne font pas de chiffrement, c'est un peu gros bourrin. Hein. Alors, on peut avoir ce cas-là. On peut avoir ce cas-là parce que
Certains opérateurs aujourd'hui, à ma connaissance, c'est principalement SFR. En GSM, ils utilisent NIA5, enfin dans plein d'antennes, NIA5.0, NIA5.1, NIA5.2. Ils utilisent un truc qui s'appelle A5.3, qui a été conçu pour la 3G et qui, lui, n'est pas cassable comme est cassable les autres protocoles. Donc si jamais on veut intercepter les appels, on ne peut pas se faire passer pour l'antenne et puis intercepter les appels comme ça. On est obligé, si vraiment on veut intercepter les appels, de demander au mobile de passer sans chiffrement. C'est super visible, c'est vraiment pas discret, mais il n'y a pas tellement d'autres méthodes. Attention, A5.3, il n'est pas cassé en temps réel. Il y a des IMSI catchers qui demandent qu'on capture le signal réseau, ils enregistrent. Alors il faut de la place, il faut beaucoup de place, ils enregistrent tout ça. Puis après, ils mettent ça dans un ordinateur, et puis en quelques jours, ils nous sortent les communications qui ont eu lieu. Ils testent toutes les possibilités pour y arriver. Mais c'est quand même beaucoup plus long, ça ne peut pas être fait en temps réel. Puis éventuellement d'autres manières. Alors, quelles contre-mesures on peut prendre? On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose, c'est assez déprimant. On va éviter la 2G. Les opérateurs, ils ne vont pas éteindre la 2G tout de suite. Les opérateurs, ils ne vont clairement pas l'éteindre tout de suite parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Par exemple, je prends un exemple qui est tout bête, mais à Paris, si je me souviens bien, les bornes Vélib, soit elles sont connectées en filaire, elles ne sont pas toutes connectées en filaire, elles peuvent être connectées en GPRS. Aucune en filaire? Voilà, tout en GPRS. GPRS, c'est de la 2G. Donc une bonne idée, c'est d'utiliser le chiffrement. Le chiffrement, genre Text Secure pour les messages ou des équivalents pour les SMS. Parce que je crois que Text Secure, il passe plus par les SMS, si je me souviens bien. Pardon? SMS Secure. Merci Iris. SMS Secure qui permet de le faire. Et puis après, il y a un petit peu les solutions de est-ce que j'ai vraiment le choix? Bon, je ne vais pas parler des sujets confidentiels au téléphone. Oui, je sais, c'est un peu limite comme conseil, mais vu l'environnement, ça peut être compliqué. Ça, c'est une façon générale. Si vraiment je pense qu'il y a un IMSI catcher dans le coin, déjà, je peux commencer par éteindre mon téléphone. Déjà. Si jamais j'attendais un coup de fil, de toute façon, ça ne sert à rien, je suis connecté sur un IMSI catcher, donc je n'aurai pas le coup de fil. Se faire rappeler, ne pas appeler. Ou alors, quand on appelle, on dit « tu peux me rappeler », ce qui va permettre de nous donner une idée sur « tiens, est-ce que je ne serais pas derrière un IMSI catcher ?» On peut passer en 4G exclusivement pour faire de la voix sur IP. Alors quand je dis faire de la voix sur IP, pas faire un appel normal en 4G, parce que quand on fait un appel normal en 4G, on redescend dans un des autres protocoles. Donc là, je vais utiliser, je sais pas, j'ai donné Redphone par exemple, mais c'est vraiment un exemple parce que je l'ai utilisé, voilà, c'est juste pour ça. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel qui permet de faire des appels de voix sur IP. Du coup, vous allez passer en 4G. Là, c'est plus compliqué. Ce n'est pas l'IMSI catcher qui va vous embêter. Ça pourrait être d'autres. Ça pourrait être le logiciel, ça pourrait être l'éditeur du logiciel, ça pourrait être le réseau par lequel vous passez. Mais en tout cas, ça ne sera pas l'IMSI catcher qui pourra vous embêter. Ou utiliser des moyens de communication alternatifs. Si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'au signaux de fumée comme vous voulez, mais évitez de passer par votre téléphone si vous pensez que vous êtes sur écoute. Bon, on m'a passé là, il y a quelques secondes un panneau en me disant qu'il restait 5 minutes. Ce qui tombe bien parce que j'arrive à la fin. Si vous avez des questions, je tiens à remercier en tout cas pour les conseils que j'ai pu avoir pour cette slide. Gala qui est présent dans la salle, Nicolas qui est présent dans la salle, Scan qui m'a convaincu de faire la conférence, et puis principalement les juristes de la Quadrature parce que c'est eux qui m'ont un petit peu fait penser qu'il fallait que je fasse une conférence peut-être pas trop technique, qui explique un petit peu les dangers, plutôt que de rentrer sur le comment ça marche précisément. Où en plus j'aurais eu un boulot un peu plus important à faire parce que je ne connaissais pas le sujet aussi bien qu'un créateur d'IMSI catcher. Alors j'ai pas fait de démo. J'ai un petit téléphone comme ça qu'on a présenté tout à l'heure qui a la caractéristique que la partie radio est reprogrammable, on sait la programmer, en fait il accepte les firmware non signés le projet Osmocom BB a redéveloppé une partie radio, ce qui permet au final de faire ce qu'on veut au niveau de la partie radio. Il y en a qui s'amusent pour faire une antenne pour chez eux, pour s'amuser, pour voir comment ça marche, pour découvrir. Évidemment, je ne l'ai pas fait là. Par défaut, on ne peut qu'écouter, mais en modifiant une ligne avec
une ligne à commenter dans le code source pour dire aussi si je veux pouvoir passer en émission, puis là il va être capable de se comporter comme une borne. On ne peut pas passer d'appel parce qu'il faut un deuxième derrière téléphone qu'on branche dessus. Il y a quelques astuces qui existent, mais c'est faisable. Et juste avant d'écouter les questions, en termes de taille, un jour on m'a dit mais un IMSI Catcher ça va être gros, ça va se voir. Oui c'est vrai, on présente souvent des trucs de cette taille-là. Ça peut être embarqué dans une bagnole, ou ça peut même être embarqué, ça ressemble un petit peu à un gilet pare-balles, donc sous une veste, ça va passer de manière complètement invisible. Et puis j'ai mis un petit peu de lecture. J'enverrai la conf, les slides de la conf pour que ça puisse être mis en ligne, quelques infos derrière. Alors si vous avez des questions, et si je peux y répondre. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Tu dis il faut se faire rappeler, comme ça on peut savoir, parce que l'IMSI Catcher ne sera pas connecté au réseau de l'opérateur. En fait, quand toi tu es connecté sur un IMSI Catcher, tu n'es pas connecté toi au réseau de l'opérateur. Donc l'opérateur, il ne sait pas où tu es. Mais qu'est-ce qui empêche l'IMSI Catcher de ensuite réémettre les signaux que j'envoie? Alors il réémet le signal que tu envoies, toi. Mais quand quelqu'un cherche à te joindre, il ne sait pas où tu es. Parce que pour savoir où tu es, il a besoin que tu sois connecté à une de ses antennes. C'est ce qui va lui permettre de te localiser et de pouvoir envoyer le signal sur la bonne antenne. Mais tu n'es pas connecté sur une antenne de l'opérateur. Pourquoi l'IMSI Catcher ne peut pas se faire passer pour mon téléphone? Parce que l'IMSI Catcher, lui, il n'a pas la coopération de l'opérateur. Et donc, pour l'opérateur, l'IMSI Catcher, c'est un autre numéro, c'est un autre abonné. D'accord. Ok. C'est plus clair? D'autres questions? Ouais. D'autres questions? Tu parlais d'études de réseau, mais on pourrait se rapprocher d'une application qui le fait déjà actuellement, Sensorly par exemple, qui elle pourrait... Complètement, on peut corréler ça, mais ça fait partie des pistes en cours de corréler en fait la couverture, de se dire bah tiens c'est bizarre, ici je suis en 2G, si je regarde Sensorly, je dois avoir la 4G plein pot. C'est pas normal. Maintenant, ça peut être que l'antenne elle est en panne, hein. Mais voilà, ça fait partie des choses à surveiller. Quand je disais surveiller l'environnement radio, c'est ce genre de choses-là qu'on peut voir. Devant. Si c'est allumé, c'est que c'est éteint. Ok, ça, cool. Pour le surveiller un peu mieux, je vous invite à contribuer à Mozilla Location Service. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une appli c'est une API développée par Mozilla. L'appli s'appelle MozTumbler et elle permet en fait d'enregistrer avec une latitude et une longitude tous les réseaux 2G, 3G, 4G, Wi-Fi qui sont à proximité de votre téléphone. C'est super utile pour les gens qui font de l'OpenStreetMap et ça sert surtout à se localiser sans GPS. Voilà. Alors il faut avoir conscience que on voyait ça avec Stéphane, je crois que c'est hier ou avant-hier. Il y a plein de gens qui savent où vous êtes au niveau de votre téléphone, hein. Quand vous avez un téléphone Apple, quand vous avez un iPhone, Apple c'est où vous êtes. Parce que le téléphone, il fait une triangulation, il fait une localisation par rapport aux antennes. Eux, ils ont des bases d'antennes. Android, c'est pareil. Le programme AIM-SICD dont j'ai parlé, lui, il utilise des bases, il utilise OpenCellID, et depuis 15 jours, apparemment, dans la version de développement, il utilise le Mozilla Location Service. Donc c'est pour améliorer la détection. Voilà, on me fait signe que c'est fini, donc pas d'autres questions. Je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé.